Pour voir des démos. J'adore les démos. Justement, on va pas commencer par les démos tant que vous êtes encore hyper attentifs. Moi, j'avais envie de vous présenter un peu la vision produit, en fait. Souvent, on nous dit, VDA, c'est des super démos dans les événements Future Dam, c'est trop bien, mais par contre, c'est quoi votre ADN? Où est-ce que vous allez? Et c'est quoi fondamentaux, en fait? Où est-ce que vous voulez nous emmener en tant que client? Ou est-ce que vous souhaitez, vous pourrez nous emmener en tant que partenaire? Et il m'a paru intéressant de travailler là-dessus, et de travailler là-dessus pour vous dire qu'on a une nouvelle vision produit, en fait, qui date de cette année. On a renouvelé entièrement. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'abord, on a regardé finalement le paysage des outils Marcom. Il a énormément changé entre le moment où on a fondé VDA il y a quelques années et aujourd'hui. Et donc c'est intéressant de s'adapter à ça, s'adapter à cet écosystème. Et pourquoi ça a beaucoup changé? C'est qu'en parallèle, vos entreprises aussi ont beaucoup changé. Les environnements dans lesquels vous évoluez sont de plus en plus complexes. Et c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Il y a un facteur de temps aussi qui est en train de jouer, de rentrer en ligne de compte et justement de rendre cette complexité de plus en plus compliquée à appréhender. Et puis, la maturité de l'IA, comme on a dit à Nicolas, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant ici, avec nous. Et donc, il fallait qu'on redéfinisse notre offre en la prenant en compte, cette IA, mais de façon complètement profonde et intégrer notre réflexion stratégique, et non plus simplement comme des petits POC ou des tests qu'on vous avait présentés les années précédentes, avec des choses très prometteuses. Maintenant, ça y est, on y est, on va pouvoir vraiment travailler là-dessus. Et puis enfin, comme l'a dit Nicolas, on a fait une phase finalement d'introspection, d'échange. Lorsqu'on s'est associé avec Cata, ils ont voulu mieux nous connaître, et ça nous a permis aussi de bien poser les choses et finalement de épurer finalement cette vision produit pour vous la présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voulais commencer sur la nouvelle génération de Martech, c'est-à-dire que, en fait, le marketing, je pense, a été quasiment un des derniers départements d'entreprise à s'équiper de solutions. La technologie avait déjà des solutions très avancées. Dès que le web est arrivé, on a vu les CMS arriver, donc, toutes les équipes digitales se sont équipées. Toute la communication finalement est arrivée assez tard, et donc on a vu au début quelques solutions qui sont arrivées, mais maintenant on assiste vraiment à une explosion, c'est-à-dire qu'on a 8000 solutions recensées sur le Martech. Je vous laisse lire le chiffre de croissance depuis 2011, c'est incroyable, c'est un secteur ultra dynamique, et on est quasiment, j'ai envie de dire, à une folie Martech, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous recevez beaucoup d'emails de prospection pour des nouvelles solutions qui pop-up un peu à chaque moment, mais en tout cas c'est quand même fou. Regardez où est-ce qu'on est, ça c'est le paysage des Martech. Les bons yeux nous verrons. On est là. Donc voilà, donc vous avez en fait, vous évoluez dans un écosystème qui est de plus en plus riche, et nous on doit prendre ça en compte, et on doit justement intégrer le DAM dans cet ensemble-là, et en faire quelque chose d'intéressant pour vous. On voit aussi que le DAM est en train de devenir de plus en plus visible. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels comme le CRM, la gestion de relations clients, le CMS, tout ce qui est publication sur le web, ou tout ce qui est Product Information Management, les PIM. C'est des segments qui sont assez matures, qui sont là depuis très longtemps. Il y a des gros acteurs installés, je ne parle pas de Salesforce, vous les connaissez déjà bien. En revanche, le DAM, c'est assez intéressant. Historiquement, c'est l'outil des photographes. Il a remplacé les boîtes à chaussures dans lesquelles on mettait les négatifs, les photos. Et il est en train de s'élever dans cet écosystème au niveau en fait, de ces gros acteurs, de ces grosses solutions, et pour prendre sa place. Et ça, c'est assez récent. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, je discutais avec une directrice marketing d'une marque de surgelé qui me disait de dame, non, je vois vraiment pas ce que c'est. Ah ouais, c'est l'outil des photographes, ouais, je vois très bien quoi. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en fait dans sa valorisation de ses visuels, parce que le e-commerce est maintenant devenu complètement essentiel dans sa stratégie marketing. Donc les visuels et donc les dames. Mais c'est quand même quelque chose d'assez récent, et on peut dire que souvent, dans les C-level, les C quelque chose en termes de direction, c'est un outil qui n'est pas si visible que ça. Donc ça appartient à nous tous, en fait, qui sommes là, de le rendre encore plus visible et de le publiciser pour en faire quelque chose d'intéressant et essentiel dans la chaîne de production de valeur, justement, de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que les entreprises deviennent de plus en plus complexes. Modélisation, demande de réactivité, médias sociaux, social media, pardon. Et finalement, on voit qu'on assiste plutôt à une topologie en réseau désormais de toutes les actions, là où on était de façon auparavant très hiérarchique.
Ça veut dire qu'il faut adresser des filiales, des distributeurs, des entités qui sont des partenaires avec des visuels, chose qui était jusqu'auparavant quand même assez marginale. Désormais, on est vraiment en train d'irriguer tous ces réseaux de plus en plus vite, de plus en plus, de façon de plus en plus complexe, de façon de plus en plus multilingue, avec des formats de plus en plus courts. Par exemple, tout ce qui est stories sur Instagram, qui a explosé récemment, donc c'est maintenant quelque chose qui doit être produit hyper rapidement. Donc, d'où on doit accompagner, avec notre vision produit, en fait, cette explosion de la complexité. Et enfin, la maturité de l'IA. Donc, il y a quelques années, je faisais des super démos. Je pense que des gens encore plus pointus que moi vont faire des démos incroyables sur la façon de gérer les images. Ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à une phase de maturité en fait, des modèles d'IA. Donc, les LLM, cette nouvelle génération basée sur les nouveaux algorithmes de diffusion et autres systèmes extrêmement pointus, permet désormais de travailler sur un angle qui s'appelle la multimodalité. Ça veut dire que les IA ne travaillent pas simplement sur des images ou sur le texte. Maintenant, elles travaillent sur quelque chose qui est complet, c'est-à-dire vraiment toutes les dimensions finalement de vos contenus. Et ça, on va pouvoir, nous, en tant que responsable produit, retravailler complètement l'expérience utilisateur autour de ça. Vous avez tous utilisé ChatGPT. C'est une nouvelle façon d'interagir finalement avec vos outils. C'est ce dialogue qui est en train de se créer. Donc on va pouvoir, nous, repenser complètement nos expériences utilisateurs pour vous amener quelque part à plus d'efficacité et à traiter justement toute la complexité dont j'ai parlé auparavant. Alors, comment est-ce qu'on a renouvelé la vision de produit? Donc, déjà, on est parti finalement de notre vision d'entreprise. Donc, je vais vous la lire, l'efficacité du marketing et de la communication reposera de plus en plus sur des expériences visuelles personnalisées à grande échelle à travers tous les canaux. C'est ce que on vient d'exprimer auparavant. Et l'IA générative est en passe de devenir un facteur décisif offrant le potentiel de rationaliser et d'accélérer la création de contenu visuel qui permet la personnalisation automatique. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, voilà, qu'est-ce qui fait après de Vedia un produit complètement unique et comment est-ce qu'on peut l'exprimer? On l'a exprimé ainsi. Donc, c'est une solution d'armes qui est flexible, qui est basée sur le cloud, et surtout qui est conçue pour s'adapter parfaitement aux besoins uniques des organisations. On reviendra là-dessus, mais besoin unique, c'est quelque chose qui va vraiment nous spécifier, nous différencier dans l'offre qu'on va vous proposer. Et elle est destinée aux équipes marketing, elle exploite la puissance de l'IA, donc là aussi, je pense qu'on n'est pas les seuls à le prendre en compte, mais en tout cas, c'est complètement ingréné dans notre réflexion pour simplifier la complexité et améliorer l'expérience de gestion des visuels de votre marque. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est des super belles phrases, mais qu'est-ce qu'en fait ça vous réserve dans les années à venir? Tout d'abord, je crois que notre ADN va vers une solution profondément flexible. C'est-à-dire que toute cette complexité, en fait, il faut l'accompagner. Et à l'heure actuelle, où tout le monde s'équipe de solutions SaaS, on arrive quelque part à une ultra standardisation. C'est-à-dire qu'une solution SaaS, par essence, elle est ultra standardisée. Sans rentrer dans la technologie, tout le monde travaille en multi-tenancy, c'est-à-dire que c'est un seul logiciel qui va être paramétré pour différents types d'organisations. Et ça, finalement, ça renverse la façon de mener des projets. C'est-à-dire qu'on va sélectionner une solution SaaS qui vous paraît correcte, et après vous allez rentrer dans son mode de fonctionnement, la paramétrer pour elle, mais finalement en oubliant peut-être au passage qu'est-ce qui fait votre unicité et votre contexte, la façon dont vous souhaitez travailler. A l'inverse, de par notre ADN, on a toujours été unique dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est une solution SaaS, mais la façon dont on gère technologiquement les choses nous permet finalement de nous adapter à beaucoup de contextes. Alors, sans rentrer dans la technologie, c'est une logique de plugin qui sont spécifiques, une logique de container, où chaque client évolue dans un container qui lui est propre de façon très segmentée, et également un système de modélisation de données hyper flexible, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment notre ADN, c'est la capacité à s'adapter à des workflows marketing, à se connecter. Et justement, à se connecter, qui dit justement évoluer dans un écosystème, dit être capable finalement de faire parler ces systèmes entre eux, ça s'appelle des API, et Vedia est une solution API first. À l'heure actuelle, lorsqu'on design une nouvelle fonctionnalité, on design d'abord l'API, et après on crée l'interface utilisateur par au-dessus. Ça veut dire que tout ce qu'on fait en tant qu'interaction utilisateur sur Vedia, vous pouvez le reproduire dans d'autres systèmes. Il y a déjà 70 API, alors je me suis arrêté de compter à 70,
en plus des API traditionnels. Donc il y a 70 API, donc tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous pouvez faire peut être répliqué dans un autre logiciel. Vous pouvez même construire votre propre DAM si vous en avez envie, sur la base en fait, de ce système-là. Donc ça, c'est intéressant, et surtout, on l'accentue à chaque release. On consomme nous-mêmes nos API, on crée d'abord des API, et ça, on peut créer des véritables écosystèmes hyper flexibles et hyper adaptés. Et enfin, je voudrais revenir à quelque chose qui est fondamental en fait dans les DAM, c'est-à-dire que pour retrouver des visuels numériques, il faut leur attacher des métadonnées. Et ce qui se passe traditionnellement, c'est qu'on attache des labels en fait, des métadonnées aux médias pour les retrouver. La façon dont nous appréhendons ça, elle est un peu plus riche et un peu plus flexible. C'est-à-dire qu'au cœur du logiciel, c'est un outil de modélisation de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez besoin d'étiqueter des médias, ce n'est pas juste un nom de leur donner, mais vous pouvez créer une fiche complète que vous allez attacher à ce média. Par exemple, vous pouvez définir ce que c'est qu'un produit de votre entreprise avec ses 40 caractéristiques, ou par exemple, vous pouvez modéliser ce que c'est qu'un photographe pour vous. En plus, peut-être de son nom, de son adresse, il a un numéro de contrat, il a peut-être un fichier attaché avec son PDF. Et donc chaque entreprise peut modéliser hyper précisément des grappes de contenu de façon très pointue pour pouvoir les retrouver facilement. Et ça, c'est assez unique, puisqu'on va beaucoup plus loin que la majeure partie des DAM, parce qu'on valorise énormément la métadonnée, et on verra que ça sera la base justement de toute notre réflexion autour de l'IA. Deuxième pilier, c'est que on va apporter une expérience maximale à l'expérience utilisateur. Quand on regarde nos investissements, donc cette année, on a investi déjà 6000 heures, enfin, par an, on investit 6000 heures dans la recherche utilisateur et le prototypage. Et il n'y a rien qui sort à l'heure actuelle de chez Vedia qui n'ait pas été dessiné sur Figma, prototypé, en prototype cliquable, et soumis à des vrais utilisateurs pour vérifier que le geste métier est optimal. Donc ce n'est pas simplement en fait l'interface visuelle, c'est aussi du flow, la façon dont les écrans s'enchaînent. Et donc tout ce qu'on va vous présenter tout à l'heure est passé à travers justement ce filtre-là, avec toute une équipe product, UX, UX, UI, donc des gens qui sont uniquement en dehors finalement de la tech, en train de designer des expériences utilisateurs. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en fait, d'abord, c'est un goût particulier de toute notre team de faire des expériences extrêmement sympas, mais aussi, lorsqu'on fait des enquêtes, à chaque fois on sort dans les premiers sur l'UX, voire le premier, sur l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à valoriser. C'est pas simplement avoir un DAM qui soit agréable à utiliser, c'est un DAM qui soit performant et dont les gestes utilisateurs soient vraiment ciselés pour avoir énormément d'efficacité. Ensuite, on ne travaille pas hors sol, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on design une fonctionnalité, on la design avec des feedbacks, avec des utilisateurs. On n'infère rien, c'est-à-dire que nous, on arrive, même si on est des experts du DAM, on ne croit que finalement la parole de l'utilisateur qui va vraiment l'utiliser au quotidien. Et ça, c'est très important parce que finalement, ce sont vos utilisateurs qui vont nous donner ces directions et la façon dont on fait travailler. Et de plus en plus, on utilise un outil qui s'appelle Pendo, qui est inclus directement dans nos DAM, et qui permet en permanence de faire des sondages, des retours d'utilisateurs, avec une boucle hyper vertueuse comme ça, où finalement on capte le feedback dès qu'on a lancé la nouvelle fonctionnalité pour voir si tout fonctionne bien. On peut aussi propulser des guides, des enquêtes de satisfaction directement en touchant les users. L'IA, finalement, elle est là pour simplifier la facilité d'accès aux données. C'est-à-dire qu'on travaille avec des corpus de données qui sont énormes, qui changent de plus en plus vite. Et on peut générer des images, et c'est certainement quelque chose sur lequel on travaille énormément. On peut générer des contenus, on peut les décliner. Mais au cœur vraiment du système, c'est plutôt l'accès à la data qui va nous intéresser. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur un DAM finalement, moi, j'ai vraiment en tête un objectif, je cherche une image, une vidéo, un 3D, un document dont je sais qu'il devrait pouvoir exister ou du moins dont j'ai besoin. La capacité à sortir finalement la logique de moteur de recherche à la Google et de prendre finalement ce qu'on appelle des bases de données IA. Donc en termes technologiques, ce sont des bases de données vectorielles avec des embeddings, c'est-à-dire vraiment les concepts, permet, nous, en mettant ça au cœur de la solution, de travailler avec une recherche qui va être finalement comme celle que vous avez en expérience avec ChatGPT, c'est-à-dire que vous pouvez questionner directement les corpus pour faire émerger en fait des nouveaux médias
Et l'avantage de ces embeddings, c'est qu'ils sont complètement neutres en termes de langage, c'est-à-dire que vous soyez français, espagnol ou chinois, de toutes les façons, vous allez travailler avec les mêmes concepts et on va retrouver les mêmes images. On fait, pour cette implémentation-là, un partenariat avec Anthropic, parce qu'en discutant avec vous, on s'est aperçu que tous ces modèles-là étaient hyper excitants, mais n'avaient de sens que si on était capable de vous assurer une protection des données parfaite. C'est-à-dire que vos données ne servent pas de l'entraînement, ne fuitent pas en dehors de votre organisation. Et on a choisi donc le modèle cloud de Anthropic, qu'on hoste nous-mêmes sur nos serveurs, pour être certain qu'on soit dans une confidentialité totale, et qu'on soit complètement en ligne avec nos engagements RGPD, directement sur chaque serveur. Donc on est vraiment certain de ne pas faire fuiter des données. Et enfin, finalement, on est passé à une étape de développement de workflow complexe avec l'IA. C'est-à-dire que je pense que lorsque tout le monde a vu arriver l'IA, vous avez vu plein de démos qui étaient finalement ce qu'on appelle des wrappers de ChatGPT, des wrappers d'OpenAI, qui sont juste des appels à l'API. La façon dont on travaille aujourd'hui désormais, c'est que, vous voyez, ce sont des enchaînements assez complexes de graphes avec différentes étapes pour arriver au résultat final. On est passé d'une étape un petit peu naïve, où j'appelle une IA et j'ai une réponse, à maintenant je vais peut-être appeler l'IA de façon séquentielle sur 10, 15, 20 étapes pour arriver à mon résultat. Et ça, c'est la vraie intégration qu'on souhaite mener désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle en cours? Alors, avant de vous les présenter, je voulais revenir un petit peu sur la méthodologie qu'on met en place. Donc, à l'heure actuelle, on travaille avec cette méthodologie qui s'appelle Discovery Discipline, qui est donc qui était beaucoup vulgarisée par toutes les teams de Blablacar, les teams product de Blablacar. Je vous conseille la lecture de ce bouquin, qui vous permet finalement de travailler de façon intéressante, puisqu'on va passer dans une étape avant de coder qui s'appelle la discovery, où on va aligner justement les stratégies entre vous et nous, les clients, les partenaires, avant même de commencer à coder. C'est-à-dire qu'on est certain finalement de délivrer quelque chose de valeur, et on est capable de donner des no-go, finalement, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas assez de valeur. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque du coup, on est tout le temps sur une phase où on est assez créatif, hein, ce sont les triangles qui s'ouvrent, et après on se referme en confrontant ça à la réalité, pour vraiment faire des livrables, et on itère comme ça avec des phases de créativité, et des phases où par contre, on va refermer le champ des possibles pour se concentrer sur quelque chose qui va vraiment avoir de la valeur pour vous. Alors ça peut être un plan, puisque donc, il y a 7 étapes qui sont définies dans la méthodologie avant d'arriver finalement au moment où on délivre la fonctionnalité. Et ce qui explique en fait qu'on a une roadmap qui ressemble à ça. On a une phase d'idéation, donc là c'est toutes les idées que vous nous soumettez ou que nous-mêmes on peut récupérer de feedback. Une phase de discovery, donc qui est extrêmement normée et extrêmement poussée. Et lorsqu'on se donne un go, finalement on arrive sur la phase de delivery, et là vous allez arriver, on va arriver à vous donner justement cette fonctionnalité dans le produit. Alors, les sujets sur lesquels on vient de travailler, que va vous présenter Emile dans quelques minutes, c'est la nouvelle nouveauté donc, qui est sortie lundi, c'est les Media Portals. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous démontrer, qui va vous permettre de mettre en valeur les sélections d'assets de façon extrêmement valorisante justement pour les diffuser à des partenaires, à des pays, à tout un public ciblé. On a retravaillé complètement la façon dont on connectait on était connecté avec Adobe, toute la suite Creative Cloud, avec ce qu'on appelle l'asset link, c'est-à-dire que désormais tous les documents, par exemple InDesign, qui contiennent des assets dans le DAM, fonctionnent de façon en grappe, et donc il y a toute une logique de gestion automatisée de ces liens virtuels où les médias sont liés directement à des assets du DAM. On a amélioré notre API watermarking, on s'est aperçu que la protection de la donnée par watermarking, c'était quelque chose de très important pour nous. Et on va travailler donc, sur une nouvelle itération des portails pour la prochaine version. Et qu'est-ce qu'il est à l'heure actuelle à l'étude? Tout d'abord, les digital templates. Donc on est en train de travailler avec vous et on a besoin de votre feedback sur comment vous réalisez des bannières animées, comment vous réalisez des stories en interne pour intégrer complètement cette création au sein du logiciel de média. La réalisation des images, je pense que nos amis de photo en parleront mieux que moi tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut transformer des images e-commerce de façon unifiée et performante
Et donc on souhaiterait l'intégrer complètement au cœur de VDA. Donc là encore, on a besoin de vos feedbacks, savoir comment vous travaillez. Et je serais ravi d'échanger avec vous à l'issue des pauses café comme les éditeurs. Intégrer notre système de versionning avec la revue créative. Donc là, on est en train de travailler également sur des prototypes pour voir comment une nouvelle version doit être validée et comment avoir des circuits hyper vertueux où à chaque fois j'ai une nouvelle version d'un asset, potentiellement il doit passer à travers le crypte de la revue juridique avant d'être publié. On travaille sur une extension de nos portails pour en faire des brand centers et l'affichage des déclinaisons des médias dans le DAM pour tous ceux qui travaillent sur des déclinaisons où par exemple on a des banners dans énormément de formats ou énormément de langues pour retrouver extrêmement facilement ces graphes d'objets de façon hyper ergonomique avec lesquels on a la capacité de lier des éléments. Là, c'est vraiment les mettre en valeur de façon bien plus profonde. Donc tout ça est en train de faire l'objet d'études et sur lequel qui pourront arriver donc, dans les années donc en 2025, où on aura en plus des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'accessibilité de toute notre offre, donc tous les critères RGAA sur lesquels on travaille beaucoup, et la gestion des versions qu'on est en train d'énormément améliorer également. Merci.